Bienvenue dans le débat de France 24. L'attentat suicide de Kaboul n'est toujours pas revendiqué à l'heure qu'il est. Au moins 90 morts, 400 blessés. C'est l'un des plus meurtriers dans la capitale afghane depuis la chute des talibans fin 2001. Le véhicule du kamikaze, un camion piégé, a explosé aux abords de la zone verte la plus sécurisée de la ville, là où se trouvent les ambassades et le palais présidentiel. Un signe, un de plus, que la situation n'est toujours pas stabilisée dans le pays, en guerre depuis 15 ans et de manière quasi ininterrompue ces 4 dernières décennies. Du temps pour rien, on en parle avec vous. Martine Laroche-Joubert, bonjour. Vous êtes reporter à France 2. Avec vous, Fahimé Robiol, vous êtes consultante indépendante, spécialiste en négociation et en gestion de conflits et vous enseignez à l'ESSEC. Vous êtes maître de conférence aussi à l'ENA, chargé de cours à l'Université de Téhéran. Merci pour votre présence. Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies de 2002 à 2004, puis à nouveau de 2006 à 2008. Merci également et merci à Gérard Chalian, spécialiste de géopolitique, de l'étude des conflits armés, des relations internationales et stratégiques. Vous êtes l'auteur de Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental paru aux éditions Odile Jacob. C'était en mars de l'année dernière. Gérard Chalian, les talibans afghans ont nié toute responsabilité dans cette attaque aujourd'hui. Quelle est la piste la plus probable ? Les talibans, moi, ça me paraît tout à fait probable dans la mesure où ils sont omniprésents. En fin de compte, ils sont à peu près partout à la campagne. C'est eux qui rendent la justice. Et en ville, ils ont frappé de très nombreuses fois, montrant par là que finalement, si les troupes américaines s'étaient retirées comme prévu à la fin de l'année dernière, les talibans seraient certainement aujourd'hui à Kaboul. C'est votre sentiment aussi, Martine Laroche-Joubert, les talibans qui avaient annoncé une grande campagne de printemps, tout récemment. Hein. Oui, chaque année, c'est la grande offensive de printemps, ils appellent ça comme ça. Ça peut être les talibans, mais ça peut être aussi le groupe État islamique. Alors c'est vrai qu'ils ont perdu pas mal d'hommes, ils ont perdu pas mal de terrain à l'est de l'Afghanistan, mais ils ont encore des cellules dormantes. Et ils ont fait des attaques à Kaboul qui ont été tout à fait extraordinaires, sanglantes, notamment contre un hôpital il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Donc ça peut être aussi bien le groupe État islamique qui veut aussi se venger, parce que je vous rappelle que les États-Unis ont balancé une bombe, la mère de toutes les bombes, une bombe extrêmement puissante, sur des zones tenues par le groupe État islamique. Fahimé Robiol, juste pour revenir sur l'hypothèse taliban, après donc ce démenti aujourd'hui, le mouvement islamiste condamne toute attaque indiscriminée qui provoque des victimes civiles. Ça correspond à leur doctrine ou bien c'est, disons, un prétexte adopté aujourd'hui? On se souvient par exemple que lors de l'attaque commise cette fois par les talibans pakistanais à Peshawar, les talibans afghans s'en étaient dissociés. D'abord, merci de m'avoir invité et je voudrais m'associer aux Afghans pour présenter mes condoléances et mon sympathie. Ça, c'est pas la première fois. Il y a un mois, il y a eu une attaque d'une caserne à Mazar-e-Sharif où les soldats qui étaient en train de faire des prières de vendredi et qui avaient déposé l'arme ont été tués en nombre important. Donc après, la question qui se pose, c'est qu'au nom de l'islam, est-ce qu'on peut continuer à tuer les gens? Parce que les Américains, ils sont au bon endroit, ils sont bien protégés. Nous, les Occidentaux, on est bien protégés, barricadés dans nos ambassades là-bas, parce que je viens de Kaboul il y a 3 semaines. Donc c'est... Les victimes, notamment ce matin, sont des élèves, parce qu'il y a une très très grande école à l'endroit où cette explosion a été faite, et puis les civils, qui sont des musulmans. Donc la question qu'on peut se poser, c'est le fondement de cette croyance même. Vous croyez les talibans lorsqu'ils excluent toute participation à cette attaque? Est-ce qu'il faut les croire? Je ne pense pas. C'est votre avis aussi, Dominique Trinquant? Mon avis est très partagé là-dessus. Les talibans, comme vous le disiez, madame, tout à l'heure, lancent tous les printemps une grande offensive de printemps. Les talibans sont certes des islamistes radicaux, mais ce sont des nationalistes. En évitant, pardonnez-moi, de frapper de manière indiscriminée les civils, comme ils le disent aujourd'hui? Oui, c'était l'objet de mon propos. Ce sont des nationalistes. Ils veulent d'abord établir la charia en Afghanistan et dans la partie du Pakistan, la zone tribale en particulier. Oui. Mais en revanche, ils n'ont pas de volonté d'aller attaquer de façon indiscriminée dans le monde. C'est pas le cas de mouvements, pardonnez-moi, comme le TTP, qui s'en était pris à une école et à des enfants à Peshawar. Hein. Oui, et le problème de la population, c'est que pour rester nationaliste et
et gagner le pays, il faut d'une certaine façon que la population, soit par la terreur, bien sûr, ça peut être une tactique, hein, soit par un aspect de protection, soit acquise à la cause des talibans. Donc, si vous voulez, une attaque au centre de Kaboul, ce qui me frappe un petit peu, c'est qu'ils le dénoncent tout de suite. Je veux dire, si c'était leur volonté d'effrayer, eh bien, ils le réclameraient tout de suite, ils le diraient. Donc, par ailleurs, le Daesh est présent de plus en plus là-bas. Il y a une espèce de compétition, j'allais dire, entre les talibans et Daesh. Avec des transfuges. Oui, alors des transfuges, mais aussi des étrangers qui viennent et qui sont, eux, beaucoup plus radicaux et dont les objectifs sont universels. Aujourd'hui, si vous voulez, avec la perte de Mossoul, probable dans pas très longtemps, et puis la perte de Raqqa, le califat autoproclamé au Levant va se terminer, et à ce moment-là, on passe dans une phase qui a déjà commencé depuis un petit moment, hein, qui sont les guerres asymétriques. Les guerres asymétriques, c'est mondial. C'est les bombes à Bagdad, c'est les bombes à Kaboul, c'est les attaques à Paris, ce sont les attaques à Londres ou Manchester, enfin, voilà, c'est les attaques un peu partout. Donc c'est pour ça que je suis un peu partagé sur le fait que aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'offensive des talibans qui gagnent de plus en plus de terrain. Probablement 40% du terrain est contrôlé par les talibans. L'armée afghane, en fait, beaucoup des unités afghanes, un certain nombre d'unités afghanes fournissent les talibans en soldats. Et puis, de l'autre côté, Daesh, qui a ces mouvements, j'allais dire, plus sporadiques, plus brutaux, mais qui ne cherche pas le contrôle, l'établissement d'un État, d'un nouvel État islamique en Afghanistan. C'est mon analyse. Quelle est la réalité, Gérard Chaliand, de l'implantation du groupe État islamique en Afghanistan? Est-ce que le commandement, depuis Raqqa, ordonne un certain nombre d'actions sur le sol afghan, ou est-ce que c'est totalement dissocié d'une certaine manière et décentralisé? Est-ce qu'il y a la possibilité aussi de voir des combattants partir sur différentes zones? On se souvient que beaucoup, notamment d'Algériens, groupes islamiques armés, avaient notamment œuvré en Afghanistan où ils avaient appris le maniement des armes. Est-ce qu'on peut imaginer là aussi une porosité dans les mouvements de ces combattants? Bon, ils ont essayé de s'implanter assez sérieusement au Nangarhar et au Kunar. Ceci dit, je partage le point de vue qui vient d'être exprimé. Ils ne visent pas la prise de pouvoir en Afghanistan, ce sont des perturbateurs. Ils veulent faire du bruit en montrant bien que l'État islamique, il est partout, quand il veut, comme il veut. Mais ce sont des étrangers pour l'essentiel. Alors que les talibans sont franchement des Pashtuns, dans leur écrasante majorité. C'est effectivement des nationalistes. Bon, ceci dit, vous savez, l'attribution d'un attentat qui n'est pas revendiqué, c'est le jeu de cache-cache. Hein. Ouais. Je veux dire que moi, j'y joue le moins possible. Ce qui m'intéresse, c'est de dire pourquoi on en est arrivé là. L'affaire afghane, elle a été mal emmanchée dès le début. Au début, l'affaire afghane, c'était 17 000 Américains et on cherchait M. Ben Laden. Oui. On a uniquement sécurisé Kaboul. Le reste du pays a été laissé à volo. On a bricolé une choura avec M. Karzai qui a été désigné comme le patron. Et puis, on s'est occupé avec les néoconservateurs des choses sérieuses, c'est-à-dire préparer l'opinion publique à la guerre d'Irak. C'était ça, finalement. L'Afghanistan a fait les frais de la préparation de la guerre d'Irak. Pour ceux qui nous regardent, une fois, c'est l'Assemblée délibérative, celle qui prend les décisions pour le pays. Le pouvoir aujourd'hui afghan, il est fragilisé. Martine Larjoubet, il n'a pas prise sur la réalité du pays. Ah ben oui, le pouvoir afghan, il est très très fragilisé, puisque les talibans, on dit que les talibans contrôlent à peu près 40% du pays. Ils ne contrôlent pas les grandes capitales provinciales, mais enfin à un moment ils avaient pris Kunduz, ils l'ont perdu, mais enfin ils contrôlent quand même une grande partie du pays. Et ça c'était quand même inquiétant, d'avoir un pouvoir central aussi fragilisé face aux talibans et face aussi au groupe État islamique. C'est très très inquiétant. C'est même... Je suis l'Afghanistan depuis très longtemps, donc c'est un désastre. Enfin, je veux dire, c'est de pire en pire, malgré les millions et les millions et les millions de dollars qui ont été déversés sur ce pays. C'est un échec. C'est un échec. On ne comprend pas la manière de fonctionner de l'Afghanistan. C'est de là que vient le problème, ou est-ce que tout simplement il y a des factions inhérentes, des tribus parfois qui ne s'entendent pas tout simplement? Il y a de ça sûrement, oui, il y a de ça sûrement, mais il y a aussi les puissances étrangères. Le grand jeu, ça date du 19e siècle, les puissances étrangères qui souvent agissent, me semble-t-il, en dépit du bon sens. Mais vraiment.
Je pense que les deux points se rejoignent. L'objectif qu'ont les Occidentaux, si on peut les appeler comme ça, l'OTAN, qui s'est engagé à la suite des Américains en Afghanistan, a été très très mal défini tout du long. Il y a eu un glissement complet. D'abord, on allait chercher M. Oussama Ben Laden. Ensuite, on voulait établir la paix démocratique des pays occidentaux éternels, avec des femmes pas voilées, avec etc., dans un pays qui est totalement fermé à ce type de réaction. Et donc, on a mis en lumière ce que les talibans, qu'on avait chassés à l'époque, au début, ils ont été chassés, proposaient à la population. Retour aux traditions, excessive pour nous, bien sûr, excessive, mais un vrai socle nationaliste. Et comme vous le disiez, les Pashtuns, j'ai eu la chance d'aller sur ces frontières aussi, ce sont des vrais guerriers. Ce sont des gens qui ne comprennent pas autre chose que la loi des armes. Rappelez-vous, Dominique Trinquant, qu'avant même les attentats du 11 septembre, on a tous été choqués, en tout cas par les images qu'on voyait de la destruction des Bouddhas de Banyan, par exemple. Donc il y avait quand même déjà une criminalisation dans la pensée collective ici, en Occident, des talibans. Mais complètement, non mais tout à fait, parce que les talibans sont aux antipodes de ce qu'on considère comme étant une société libre, démocratique, etc. Ils sont aux antipodes. Donc, mais le problème, c'est qu'on a voulu, avec des moyens militaires essentiellement, puis financiers aussi, bien sûr, on a voulu établir ce que nous comprenons comme une société démocratique dans un pays qui ne le comprend pas. Fahimé Robiol, c'est péché par excès d'arrogance occidentale, d'une certaine manière, de croire que la population afghane n'est pas prête aujourd'hui à la démocratie telle que nous la comprenons? Moi, je voudrais revenir sur on peut dire le peuple est comme ceci et comme cela. Je voudrais revenir sur, parce que j'étais plusieurs fois observatrice des différentes élections parlementaires et premier et deuxième tour d'élection où M. Ashraf Ghani a gagné l'élection. Les femmes et les hommes sont allés, avec tous les dangers qui existaient, en nombre très important pour voter. Donc ça, c'était un signe très très fort de leur compréhension de la démocratie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que au nom de la tricherie, la corruption, etc., les États-Unis est arrivé en demandant aux deux gars, écoutez, soyez gentils et vous deux, vous allez régner. Comment ça se passe? Lorsque deux personnes ne se comprennent. Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, qui était son adversaire officiellement défait à la dernière présidentielle. Tout à fait. Et on a créé un poste de chancelier. Chef de l'exécutif. Chef de l'exécutif. Et donc ces deux personnes-là, chacun avait une partie de gouvernement à gérer. S'il y a un de ministre, l'autre était vice-ministre. Et le gouvernement même, l'État même, a été bloqué depuis le début. Depuis le début. Et ça, c'est une erreur. La répartition du pouvoir, c'est parfois la seule solution pour sortir d'une crise politique. Pas dans ce cadre-là. Pas dans ce cadre-là où il y a la corruption et il y a cette envie et fierté de pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui a été bloqué. Qu'est-ce qui s'est passé? L'économie a écoulé. Les talibans ont gagné du terrain. La corruption a augmenté. Et ce qui a créé une déception, mais totale, dans la population, des efforts qu'ils ont faits. Mais néanmoins, on parle de que ces peuples-là, ils ont du mal à comprendre. Il faut voir le média qu'il y a en Afghanistan, le nombre de médias qui est aujourd'hui en Afghanistan, et que ça apporte jusqu'au coin très très éloigné, les informations, l'Internet est partout. Donc ça aide énormément la compréhension et l'éclaircissement des gens. Gérard Chaliand, Fahimé Robiol nous parle de l'espoir déçu d'une certaine manière des dernières élections. Pourtant, on a l'impression que déjà, sous Hamid Karzai, les Afghans n'avaient pas beaucoup d'espoir en ceux qui les gouvernaient. Très franchement, depuis le début, les Occidentaux ont soutenu des gouvernements, que ce soit celui de Karzai ou d'autres, qui étaient notoirement corrompus et impopulaires. C'est toujours ce qu'on dit a posteriori. On disait la même chose de Maliki en Irak. Toujours est-il que les Occidentaux avaient-ils même le choix? Non, ils n'avaient pas le choix, mais enfin, ils n'étaient pas obligés d'en rajouter, si vous voulez. Nous avons été partie prenante de cette corruption, parce qu'il n'y a pas eu de contrôle de ce qui était offert par les ONG, etc. etc. Enfin, dans l'ensemble, avec des troupes. On voulait aussi mettre fin à la culture du pavot par tous les moyens. Ça a été aussi un des objectifs. Ça a été l'inverse. De l'argent qui était déversé. Bon, on était avec des troupes qui ne parlaient pas le pays, qui ne parlaient pas la langue du pays. On était avec des troupes qui n'étaient pas coordonnées entre les Britanniques, les Français, etc. On n'avait aucune espèce de véritable
liberté d'action. Les Français au Pakistan ont vraiment pas pu faire grand-chose. Donc, d'une façon générale, c'est les Américains qui ont mené l'affaire. Et très franchement, ça a été sacrifié au nom de l'Irak. Et rien n'a été rétabli par la suite. De surcroît, le Pakistan était un pays que les États-Unis aidaient du point de vue économique chaque année. En même temps, les services pakistanais aidaient financièrement et logistiquement l'adversaire des Américains, les talibans. C'est-à-dire, on se trouvait dans une situation paradoxale. Vous avez un faux allié qui aide vos adversaires, et ça se développe jusqu'au moment où on finit par découvrir que Ben Laden se trouve chez votre fameux allié. Les Américains, Martine Laroche-Joubert, ont-ils péché par naïveté ou par cynisme? Par naïveté, certainement un peu. Par cynisme, je crois davantage au cynisme. L'Afghanistan, je veux dire, l'histoire de l'Afghanistan est absolument incroyable. J'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, la princesse India. La princesse India était la fille d'un roi qui était roi d'Afghanistan dans les années entre 20 et 30. C'est un roi extrêmement progressiste qui favorisait l'éducation des filles, etc. Bon, ce sont les Anglais qui l'ont planté. Il voulait trop s'affranchir des puissances occidentales, tout en essayant d'apporter en Afghanistan le meilleur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les années 70, l'Afghanistan était un pays pour les hippies qui y allaient, pas de problème, à Kaboul, les mini-jupes, etc. Ils revenaient avec des vestes en poil, etc. Bon. Puis après, moi, j'ai connu... C'était vrai d'une grande partie du monde musulman à l'époque. Oui, et moi, j'ai connu... Pas vraiment dans les campagnes, mais enfin bon, c'était accepté en tout cas à Kaboul. Moi, j'ai connu l'Afghanistan du temps de l'occupation soviétique. Et là, le désastre a commencé. Le désastre total. J'étais à Kaboul sous une chape de plomb avec les soviétiques. J'étais avec Christophe de Ponfilly qui déjà avait fait le premier reportage sur Massoud qui lui menait la guerre contre les soviétiques. Mais et puis tout est parti, tout a dérivé, et on arrive à un véritable désastre. Mais je pense que quand même dans toute cette histoire, l'argent est très important. Les sommes d'argent déversées sur l'Afghanistan ont été tellement énormes qu'il y a eu des détournements monstrueux, mais vraiment monstrueux. Et on en reparlera dans un instant. Où va l'Afghanistan? Ce sera le thème de la deuxième partie de ce débat. Restez avec nous.